Je vais donner la parole à Madame Sandrine Ruette, qui est docteur vétérinaire, chef de projet à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur les petits et moyens carnivores. Et elle va nous parler des données écologiques disponibles dans le cadre de la procédure de classement des espèces. Donc on reste dans le problème des données. On a vu qu'en Camargue, il y avait souvent des conflits sur les données. Alors peut-être qu'à l'ONCFS, on a la solution. Eh ben non. Je ne vais pas gâcher la fin de l'histoire, mais je pense pas. Je vais essayer donc de vous présenter. En fait, l'objectif de ma présentation aujourd'hui, c'est de faire le lien entre ce qu'on trouve dans la réglementation en termes de demande de données techniques, voire scientifiques, et ce qu'on essaie de mettre en place pour avancer. Est-ce que je peux avoir la petite zapette ? Donc j'ai tenu compte, vous l'avez entendu ce matin, du changement de dénomination, mais je vais peut-être encore à l'occasion utiliser une ou deux fois le terme de nuisible, donc excusez-moi. Je vais m'attacher à essayer de parler d'espèces d'animaux susceptibles d'occasionner des dégâts. Voilà. Donc je vais faire en deux parties. Un bref rappel réglementaire. J'ai vu ce matin qu'il y avait pas mal de choses qui avaient déjà été évoquées, mais ce que je voudrais, c'est mettre en avant en fait une espèce d'analyse des mots-clés et des données techniques qui se demandaient pour cette procédure de classement. Et en deuxième partie, vous présenter comment nous, on reformule. Nous, je vais parler en fait de la partie un peu plus scientifique et écologique. Comment nous, on reformule pour essayer d'alimenter en termes de données techniques. Donc en première partie, moi je me suis appuyée sur la circulaire de 2012 qui en fait reprend les éléments de la réglementation. Il y a 3 groupes d'espèces, on en a déjà parlé. Comme dit en introduction, moi je travaille plutôt sur les petits et moyens carnivores, donc je vais surtout vous parler des mustélidés et du renard qui sont dans le groupe 2. Donc, qui sont soumis à un arrêté triennal qui établit les listes au niveau ministériel maintenant. Les autres ont déjà été cités ce matin, le groupe 1 notamment concernant plutôt les espèces dites exotiques envahissantes. Les motifs, vous les avez vus aussi ce matin, je les rappelle. Il y a des termes qui sont à mon avis importants, santé, sécurité publique, pour assurer la protection de la flore et de la faune. Même si ça a été changé un petit peu dans la dernière loi biodiversité, là j'ai repris la première réglementation. Il y a un premier terme pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles, et on verra comment est-ce qu'on évalue ces dommages importants. Et puis maintenant, il y a un nouveau motif pour prévenir des dommages importants à d'autres formes de propriété, sauf pour les espèces d'oiseaux. Il faut noter que la circulaire précise bien que l'inscription d'une espèce sur la liste départementale doit tenir compte de la situation locale. En termes de justification du classement, la circulaire utilise la jurisprudence du Conseil de l'État et en fait distingue 2 cas. Soit pour pouvoir classer l'espèce dans la liste dite nuisible. Soit l'espèce est à l'origine d'atteintes significatives à l'un des 4 intérêts qu'on a évoqués avant. Donc je vous rappelle, protection de la faune et de la flore, protection des intérêts de santé publique. Et donc la jurisprudence du Conseil d'État estime que dans le cas d'atteintes significatives, la preuve de ces atteintes va être facile à établir. Et qu'on pourra se baser sur une compilation de plaintes, de témoignages circonstanciés, voire d'études, notamment épidémiologiques, pour ce qui est du domaine santé publique. Ou, le deuxième cas qui est envisagé, c'est il va falloir démontrer 2 choses. D'une part, que l'espèce est répandue de façon significative dans le département, et d'autre part, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques, humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés précédemment. Donc susceptible de porter atteinte. C'est des termes qui sont en fait assez précis, enfin pas très précis, je les rappelle parce que en termes d'écologie, c'est parfois un peu difficile de qualifier tout ça. Pour le premier élément, répandu de façon significative, la circulaire précise qu'en l'absence d'études scientifiques, les réponses faites par les maires, les piégeurs, les lieutenants de livrerie, les comptes rendus de piégeage, les déclarations de dégâts pourront être prises en compte pour constituer des facteurs fiables de la présence significative des espèces. Et elle rappelle également que, de préférence, on privilégiera des études pour évaluer les prélèvements et les effectifs donc de chaque espèce dans chaque département, avec des mises à jour régulières. Et pour le deuxième volet qui concerne les caractéristiques du département,
on compilera en fait des informations autour des caractéristiques géographiques, économiques et humaines qui font que la présence de l'espèce peut porter atteinte aux intérêts qui ont été mentionnés précédemment. Enfin, bien sûr, le droit communautaire. Donc, je rappelle 3 directives qui précisent que la directive Oiseaux de 2009 qui précise que des prélèvements sont possibles s'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes. La Convention de Berne, où la martre, la fouine, le putois, la belette et l'hermine sont dans l'annexe 3, et donc qui précise que des dérogations en vue de prélèvement sont possibles s'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes et si la dérogation ne nuit pas à la survie de la population concernée. Et enfin, la directive Habitat, annexe 5, où figurent la martre et le putois. De la même façon, il faut d'abord étudier des solutions alternatives et démontrer qu'il n'y a pas de solution satisfaisante, autre que des destructions. Et d'autre part, démontrer que le prélèvement est compatible avec le maintien dans un état de conservation favorable, qui est défini également. Donc si je fais un bilan, à gauche, j'ai un peu listé un certain nombre de phrases ou de périphrases. Et à droite, je vous ai un petit peu montré comment est-ce que, en termes d'écologie, sur quoi on s'appuie pour reformuler. Ça, c'est une étape importante parce que du coup, on n'est pas tout à fait dans les textes. Et étudier, en fait, par exemple, la présence significative. Nous, on va proposer de s'appuyer sur le suivi de la répartition ou des indices d'abondance. Et je vais vous montrer quelques exemples. Il faut évidemment estimer les prélèvements. Pour évaluer l'état de conservation d'une espèce, il faut être capable d'estimer l'impact des prélèvements sur les populations et donc connaître la dynamique de population de ces espèces. Pour quantifier les atteintes ou les dommages importants, il faut évaluer ces dommages. Et il y a le motif intérêt santé publique que je voulais citer parce que là, on a des études parfois un peu solides sur des risques épidémiologiques. Donc j'ai cité l'ONC, mais bien sûr, il y a d'autres organismes qui travaillent sur ces volets-là, notamment l'ANSES, de mémoire, mais il y en a bien d'autres. Sur les caractéristiques géographiques, économiques et humaines, c'est vraiment un volet qu'à l'Office, nous, on a assez peu exploré. C'est plutôt les DDT qui font ce travail de compilation, mais il y a parfois d'autres secteurs qui travaillent. Donc, quelques exemples sur le suivi de la répartition et les indices d'abondance. Où est-ce qu'on en est sur les mustélidés ? Petit à petit, on est parti de cartes de répartition que vous avez à gauche. Ici, c'est l'exemple de la martre. Avec des données, on a un système de consignation des observations faites par tous les agents de l'Office sur les petits et moyens carnivores depuis 2001. Donc on a d'abord construit des cartes de répartition qui renseignent donc sur le suivi de la répartition. Et puis petit à petit, à travers des modélisations, en tenant compte de l'effort de recherche et de la détectabilité des espèces, on a réussi à construire des premières cartes d'indices de densité relative. C'est-à-dire qu'il faut interpréter la carte qui est à droite par le gradient de couleur. Là où les zones sont les plus vert foncé, l'espèce est plus présente que sur d'autres régions agricoles. Donc aujourd'hui, sur les mustélidés, et en particulier les espèces qui sont susceptibles d'être classées, on est capable d'établir les premières cartes de densité relative par petite région agricole. Petit à petit, ce vers quoi on tend, c'est aller vers une meilleure connaissance des tendances évolutives, donc au cours du temps. Là, vous avez la carte du putois à gauche qui concerne la répartition avec l'indice de densité relative, établi sur les données 2001-2012. Et puis, on a fait un travail plus temporel, donc en faisant 2 périodes de suivi. Donc, par exemple, pour le putois, on a constaté à travers ce type de travail qu'on avait finalement plus de zones de petites régions agricoles qui étaient roses, c'est-à-dire où on pouvait estimer qu'il y avait probablement des baisses de densité, que des zones qui étaient vertes claires où il y avait probablement des hausses de densité. Donc, c'est des éléments qui nous servent un petit peu à suivre l'évolution à l'échelle nationale et qui peuvent être déclinés avec certaines limites au niveau départemental. Pour le renard, c'est une des espèces qu'on sait un petit peu mieux suivre, puisqu'il y a la technique des comptages nocturnes à l'aide de phares. Et en 2013, on a fait une enquête auprès de toutes les fédérations départementales de chasseurs de France en collaboration avec la Fédération nationale des chasseurs. Et en fait, on a compilé donc des données sur des indices, ce qu'on appelle des indices kilométriques d'abondance, c'est-à-dire le nombre de renards observés par kilomètre parcouru la nuit. Vous avez à droite sur la carte les 166 territoires sur lesquels on a récupéré des données. Et en fait, on a établi qu'on avait donc une tendance
positive à l'augmentation de l'ICA entre 2004 et 2013, c'est la courbe de gauche, qui était significative sur les territoires de plus de 50 km². Donc c'est les courbes qui sont en rouge et en vert, alors que vous voyez la bleue est quasiment plate, donc population stable. Donc à travers ces outils-là, on commence à pouvoir approximer des densités et évaluer aussi les tendances des populations, ce qui est un premier élément. En conclusion, pour ce qui est suivi de répartition indice d'abondance, là vous avez les cartes de répartition des différentes espèces des mustélidés nuisibles. On peut se dire que sur ces espèces qui sont quand même assez communes sur le territoire français, on peut compiler des données sur un pas de temps assez grand parce qu'elles restent très discrètes et la compilation des observations est quand même difficile. Donc ça pose des problèmes quand même pour la mise à jour de cartes de répartition. Et donc l'établissement suivant un pas de temps régulier des tendances des populations, c'est compliqué. En plus, on travaille souvent à des échelles spatiales qui ne sont pas forcément complètement concordantes avec les demandes de la réglementation. Tout ce que je vous ai présenté là, c'était plutôt du niveau national. Le deuxième élément, c'est estimer les prélèvements. Pour l'instant, pour estimer les prélèvements, on procède par enquête. Donc vous avez là les résultats de 2 enquêtes. Une enquête qui a été faite auprès des DDT de France à partir des bilans annuels des piégeurs agréés qu'ils doivent fournir tous les ans. Donc c'est sur un mode déclaratif. On a pu estimer les prélèvements par piégeage pour la saison 2012-2013. Vous avez les chiffres par espèce sur les colonnes de droite. Et puis une autre enquête qui s'est faite par échantillonnage auprès de chasseurs sur des tableaux de chasse à tir. Donc je voulais ici préciser que le piégeage, donc, qui s'exerce dans le cadre du classement de l'espèce, finalement, d'après les outils qu'on a pour mesurer les prélèvements, ne sont pas forcément en volume, en quantité très important au niveau national, par rapport notamment aux prélèvements de chasse à tir. Vous pouvez le voir pour le renard. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'il y a des limites importantes à toutes ces estimations, qui restent des estimations, parce qu'on peut avoir une certaine sous-estimation des prélèvements par piégeage, puisque c'est sur du déclaratif. On peut avoir également, on a constaté qu'on avait sûrement des confusions dans l'enquête tableau de chasse à tir, ce qui est décrit dans les articles, parce qu'en fait, on a sûrement eu des déclarations qui mélangeaient le tableau de chasse à tir avec d'autres types de prélèvements. Pour certaines espèces, on a été très étonnés de voir des tableaux de chasse à tir sur la fouine et la martre aussi importants, pour être clair. Donc on arrive un petit peu à estimer le prélèvement total à l'échelle nationale, voire régionale. Mais une fois qu'on a les prélèvements, il faut encore étudier leur impact sur la dynamique de population des espèces. Et là, ici, j'ai pris un exemple d'une étude qu'on a faite sur la fouine et la martre en Bresse. Ce que je voulais poser, c'est que la durée de ces études est toujours longue, parce que pour estimer un paramètre de dynamique de pop, ici, c'était la survie adulte, il faut au moins 6 ans, des suivis longs, avec pas mal d'individus, et ces espèces sont difficiles à capturer, des enquêtes, un travail important donc, de terrain et un travail important en termes d'analyse de données. Donc on a réussi à estimer la mortalité annuelle chez les adultes dans cette zone par piégeage, d'une part à peu près 20%, c'est le 0,20 sur la fouine et la martre, et par d'autres causes à peu près 30%, l'essentiel étant des collisions routières. Donc on a réussi également à montrer que les courbes de survie évoluaient chez la fouine à mesure que l'intensité du piégeage augmentait. Et la carte qui est spatiale à droite, qui correspond à la zone d'étude, est importante parce qu'on a pu faire en fait une carte un petit peu de densité, de l'intensité du piégeage à l'échelle de 900 km², c'était 29 communes en Bresse. Et ce qu'on a remarqué, c'est que les animaux qu'on a suivis étaient vraiment localisés dans les zones les plus intensément piégées. Donc ça, c'est important pour l'estimation globale. Sur le renard, je vais passer celle-là parce que je crois que je n'aurai pas le temps. Sur le renard, on a essayé de travailler aussi pour étudier l'impact des prélèvements sur les populations de renards. Et ça nécessite d'estimer sur des territoires les densités en renard, sur un pas de temps qui est assez long, et d'estimer aussi les prélèvements, ce qui nous a permis de calculer un taux de prélèvement, ce qui n'avait jamais été fait, c'est-à-dire le rapport entre combien il y avait de renards et combien ont été prélevés. On a fait ça sur 5 sites, ça a duré une dizaine d'années. Pareil, on a aussi un temps pour les études qui est quand même assez long, pour obtenir des résultats qui sont assez cohérents, dans le sens où les taux de prélèvement, c'est pas seulement le nombre de renards prélevés, ça dépend de ce qu'il y a sur le terrain et ça dépend de la capacité d'accueil.
Ce qu'on constate sur la courbe, non, il n'y a pas de pointeur. Alors sur les deux courbes de droite, on a constaté dans un schéma où on augmentait les prélèvements de manière intensive, qu'on avait bien sur le site D une baisse de densité sur la phase 2009-2012, alors qu'avant il n'y avait pas de prélèvement intensif. Ce qui n'a pas du tout fonctionné sur le site A, alors qu'il y avait des prélèvements intensifs. Donc le prélèvement, c'est quelque chose qui est difficile à mesurer. Et que dès l'arrêt, ce que vous voyez sur le site E, dès l'arrêt des prélèvements intensifs, on voit que la densité en renard est revenue à son niveau quasi d'origine. Enfin, 2 ans après, elle y était. Alors comment on l'explique ? Probablement une forte compensation par l'immigration. Donc un concept qui est vraiment important. On était sur des territoires de plus de 200 km², donc ça c'est assez nouveau. Et en fait, avec un fonctionnement de la population qui fait que quand la densité est assez proche de la capacité d'accueil, on a des individus qui sont en survie, c'est les petites croix que vous voyez à gauche. Si on essaye de vider en faisant des prélèvements intensifs, finalement on fait des cases et juste après, à la saison d'après, les animaux qui étaient en survie en fait survivent mieux et s'établissent. Donc ce qui explique que les densités ne baissent pas forcément. Et quand on est proche, quand on est loin de la capacité d'accueil, on maintient en fait des cases vides, on fait du prélèvement intensif, on continue d'amplifier cet effet, mais finalement l'immigration est le seul paramètre qui peut expliquer qu'on ait parfois des densités qui sont plus importantes après prélèvement intensif. Donc en fait, en poursuivant un objectif, on arrive parfois au résultat inverse. En conclusion, pour ce qui est de mesurer l'impact des prélèvements, qui est quand même une question récurrente, la problématique est difficile à documenter. Elle nécessite à la fois des connaissances sur les prélèvements et des connaissances sur l'écologie des espèces et la dynamique de population en particulier. Donc les études sont longues, difficiles, surtout sur ces modèles mustélidés qui restent encore des espèces très discrètes et qui sont difficiles à étudier. Donc on sait qu'on a parfois des connaissances qui sont encore très, et voire trop, partielles. Et ne pas oublier, je vais le rappeler plusieurs fois, mais le pas de temps des études et recherches est finalement parfois assez peu compatible avec les réglementations. Pour l'évaluation des dommages, j'ai pris un exemple d'un travail qu'on a fait dans le cadre d'un projet DIVA poulet crème. Donc, projet DIVA, c'était des programmes qui étaient financés par le ministère en charge de l'environnement. J'ai dépassé les 20 minutes ? Non ? Ça va. L'objet, c'était d'étudier dans une zone d'élevage avicole de Bresse, donc la fameuse zone, la seule appellation d'origine protégée sur la volaille de Bresse, donc élevée en plein air, d'étudier un peu la prédation et d'étudier l'influence du bocage sur les carnivores. On a travaillé en collaboration avec différents instituts, fédération de chasseurs, association de piégeurs agréés, bien sûr, le CIVB, c'est le comité interprofessionnel de la volaille de Bresse, et l'université de Lyon. Voilà. Estimer les taux de prédation, évaluer les dommages, c'est pas si simple. Donc là, on a suivi 70 lots chez 25 éleveurs. Donc c'est des lots de 500 poulets qui sont ouverts tous les matins, fermés le soir. Et on a estimé, en fait, sur des pas de temps de 15 jours, quelles étaient les pertes et le taux de prédation. Donc vous voyez sur cette courbe qu'à 19 semaines, en 2013, on avait un taux de prédation, un taux de perte en nature, pour être très exact, de plus de 13%. Ce qui est quand même extrêmement important quand on pense à des élevages qui sont sur un mode assez extensif. Et que ce taux a doublé par rapport aux premières estimations qu'on avait fait à 2000, sans qu'on ait vraiment d'explication de terrain valable. Je voulais rappeler que estimer les prédateurs qui sont en cause, ce n'est pas une tâche facile, que bien souvent sur le terrain, on retrouve 3-4 plumés, et que donc attribuer quels sont les prédateurs qui sont en cause, c'est pas simple. Bien souvent, plus de la moitié de la prédation passe inaperçue. C'est un autre élément qui est très important. Donc elle n'est pas observée en Bresse, mais comme dans d'autres types d'élevages qui sont un peu extensifs. Donc on est passé par une autre méthode pour réévaluer le régime alimentaire chez le renard, la méthode des isotopes. Et vous voyez juste à gauche sur le graphique qu'on a vraiment objectivé que la volaille de Bresse était un élément qui pouvait être important, avec même une spécialisation. On a trouvé quelques individus qui se spécialisaient sur ce petit prédateur, cette proie qui est facile quand même. Ça semble assez logique. Toutes ces données, je vais prendre un exemple synthétique, sont utilisées notamment, par exemple, pour évaluer l'état de conservation des espèces, c'est la directive Habitat,
Et je voulais montrer les 3 éléments qui sont demandés, qui sont inscrits dans l'état de conservation favorable. Qu'est-ce qui définit un état de conservation favorable? C'est qu'on a des données de dynamique de population qui indiquent que l'espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable, des habitats naturels auxquels elle appartient. J'ai essayé de vous le démontrer, c'est un volet qui est souvent peu documenté, pour lesquels on n'a pas les éléments. Que l'aire de répartition naturelle de l'espèce ne diminue pas ni ne risque de diminuer, ça, on peut espérer avoir les éléments, et on les a assez régulièrement, mais reste le problème des mises à jour et des pas de temps sur lesquels on travaille. Et qu'il existe et continuera d'exister un habitat suffisamment étendu pour que ces populations se maintiennent à long terme. Je voulais évoquer la problématique putois, où on a quand même des éléments sur la régression des zones humides qui font que là, on peut se dire que ce n'est pas favorable, mais dans bien d'autres cas, on ne peut pas tellement statuer non plus. Donc finalement, la démarche scientifique dans le débat, en conclusion, je pense qu'on peut essayer de se dire que ça va apporter des outils de mesure, et on peut mettre au point des outils pour surveiller, des critères qui sont un peu objectifs, qu'on manque de connaissances sur un certain nombre d'espèces, et même celles qui sont dans la liste nuisibles, et qu'on a un certain nombre de limites qui sont propres aux études et recherches. D'abord, on reformule. Donc nous, on passe de présence significative à études d'aire de répartition, suivi des tendances. Que le temps des études et l'échelle spatiale, ce n'est pas toujours en adéquation avec la demande au niveau réglementaire. Et qu'enfin, je pense que ça, en tout état de cause, la démarche scientifique seule, les données scientifiques seules ne peuvent pas répondre à l'ensemble du débat sociétal. Et notamment, restera toujours la question du choix des seuils. Et ça appartient pas aux scientifiques. Voilà, je vous remercie.